Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit Elliot Daigneault du Right Call Podcast. On vous l'avait dit, notre recherche de co-animateur se porte Ça bien. c'est Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui, mais ça nous a permis de le découvrir dans cette recherche-là. Donc, on vous le présente aujourd'hui. Quelqu'un que vous allez fortement apprécier. Yes, merci Elliot d'être là. Puis peut-être prendre, je sais pas, un petit 30 secondes là, pour expliquer peut-être aux gens qui ne te connaissent pas ce que tu fais, ta chaîne YouTube, le Right Call Podcast. Je te laisse faire ça. Merci bien, Yann et Frank. Je suis bien content d'être ici aujourd'hui. Donc, en fin de compte, moi, je suis un créateur de contenu, un commentateur politique, focus un peu plus sur le Canada et les États-Unis, la relation entre les 2. Contenu anglophone. Par contre, je suis de Montréal, je suis québécois, donc ça va être intéressant de pouvoir faire le pont entre les 2 et essayer d'amener un peu plus d'emphase pour votre audience québécoise. Donc, bien sûr, si les gens veulent me trouver, c'est The Right Call podcast sur YouTube, Spotify, Rumble, même si vous voulez, ou sinon sur les réseaux sociaux, c'est HRH_Elliott. Donc, non, bien content d'être ici. Puis, je pense qu'on a des bons points à jaser, là, bien des choses qui se passent présentement dans le domaine politique qui affectent le Québec. Oui, absolument. L'actualité est comme pas mal chargée. On en a parlé, c'est sûr, cette semaine, toute l'histoire des tarifs, les contre-tarifs, mais il y a comme des éléments que tu voulais amener qu'on n'a pas jasé, ou en tout cas pas exactement sous cet angle-là. Puis tu me dis, ben, tu sais, c'est pas un hasard. Les Américains ciblent font envoie des tarifs sur le Canada. Ben, ils imposent des tarifs sur les produits exportés du Canada vers les États-Unis, mais c'est ciblé beaucoup sur 3 provinces. Je me dis le BC, l'Ontario et le Québec. Ça me surprend pas particulièrement. J'avais jamais réfléchi sous cet angle-là, mais quand on voit la réaction des différents premiers ministres, on est peu surpris, dans le sens qu'on sait que Doug Ford a essentiellement fait dérailler ces négociations-là en tirant la plug sur plein d'affaires. Puis on a vu une Danielle Smith qui avait l'air un peu déçue, là. Donc, tu sais, quand on a annoncé un deal, ça semblait être une mauvaise nouvelle pour ces gens-là, puis ils ont comme l'air contents que ça ne marche pas. Donc, tu peux-tu expliquer un peu cet angle-là sur l'histoire des provinces qui sont ciblées? Définitivement. De un, justement, pour Carney, attaquer les États-Unis, ne pas avoir de deal avec eux, c'est un gain politique pour lui. Et ça me fait vraiment présumer qu'on n'en aura pas un deal bientôt, là. Loin de là. Il gagne trop de points à gauche, à droite quand il s'entête à se batailler contre les États-Unis. Par contre, moi, je trouve le move de Trump avec ses tarifs, là, les Section 338 qu'il appelle la section 338, le 50, c'est ciblé. Ça n'affecte strictement ou majoritairement 3 provinces. OK? Donc, tu as l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique. C'est drôle parce que c'est aussi les 3 provinces avec la base de support la plus forte pour Carney. Donc, c'est quasiment si le président se disait: «Bon, on ne va pas attaquer l'Alberta, on n'attaquera pas, la Saskatchewan», 2 provinces qui ont été bien fair dans les négociations, qui ne veulent pas s'entêter à se battre contre les États-Unis tout le temps. À la place, on va aller où que Carney a sa plus grosse base. Et écoute, j'ai une petite map ici là, qui visualise le tout. Je vais partager. Ce qui est surprenant dans ce que tu nous expliques, c'est quand même, il faudrait que les conservateurs comprennent ce message-là aussi, parce qu'ils sont en train de se chicaner à l'interne de leur côté. Ils ne savent pas trop quelle stratégie adopter. On a même vu, si je ne me trompe pas, Scott Moe au niveau de la Saskatchewan, lui-même, Peux-tu le refaire? euh, Excuse, Yann, ouais, j'ai comme cliqué à côté. OK, parfait. lui-même, Scott Moe, de vouloir imposer une forme de contre-tarif provincial sur l'alcool. On dirait ce que tu es en train de nous expliquer là. Il y a certains conservateurs qui ne semblent pas comprendre ce message-là. Ouais, par contre, Scott Moore, il est quand même sorti hier en disant que d'attaquer l'exportation de pétrole ou de potache, là, donc de potassium ou d'engrais vers les États-Unis, c'est pas quelque chose à faire. Et ça, malheureusement, il y a bien des Canadiens qui ne le comprennent pas. De un, le pétrole qui est extrait de l'Alberta et un peu moins en Saskatchewan n'arrive pas au Québec et en Ontario pour être raffiné. Ça doit systématiquement être ou passer par les États-Unis. Donc ça, il y a même une autre, que on peut l'amener tout de suite même là.
OK, Parce ouais, ton graphique est assez intéressant, là. Parce que grosso modo, tu nous partages, c'est le pourcentage des exportations de chacune des provinces qui est affecté par les tarifs. Puis on voyait Alberta puis Saskatchewan, c'était en bas de 2 là. Mais On peut ouais, donner donc l'idée. écoute, on peut passer à travers ça bien vite, là. Ben oui. Donc ça, c'est le pourcentage des exportations qui sont affectées par les tarifs, là. Donc quand tu regardes, la Colombie-Britannique à 13,7, l'Ontario à 9, le Québec à quasiment 11, on voit que c'est vraiment ciblé parce que là, l'Alberta, ne sont pas affectés du tout, là, à 1, la Saskatchewan à 1,2. Pour eux, il y aura pas de D'impact, ben, non, dommages. c'est ça. Non, exact. Ils ne seront pas affectés, là. Pour eux, le train de vie ne changera pas. Mais par contre, pour nous, dans notre économie au Québec, là, ça va fesser. Donc, et encore une fois, le Québec, justement, et ça, j'en ai un autre graphe à montrer là, ici. Non, c'est vrai que ces données-là n'ont pas été tant que ça partagées avec. Non. On fait toujours une moyenne, on dit ah, ça vise juste tant de pourcentage. Ouais, il y a des places, ça en vise beaucoup plus que d'autres. Ah ouais, ça, c'est très bon là, aussi, là. Ah ouais, donc ça, c'est la cote d'approbation là, de Carney contre Poilievre, dépendamment des provinces. Et on peut voir le Québec. On est la province qui aime Carney le plus. Ce qui on est en amour avec lui, là, c'est fou. Et on déteste Poilievre aussi, apparemment. Là. On est les pires là-dedans. Donc, écoute, je ne peux pas dire que c'est la raison primaire que Trump a attaqué les provinces avec ces tarifs-là, mais d'après moi, il y a toujours un move intéressant en arrière. Ce n'est pas fait aléatoirement. Mais c'est surprenant parce que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu es là, tu dis, OK, les provinces qui souhaitent le plus un deal dans leur façon de s'exprimer, c'est clairement l'Alberta. Puis, c'est à peine s'ils sont affectés par les tarifs de Trump. Mais ils veulent quand même vraiment un deal pour le Canada. Là, c'est comme s'il y avait une dissonance entre ce que les premiers ministres des provinces devraient souhaiter pour leur province et ce qu'ils obtiennent réellement comme résultat. Parce que normalement, moi, je pense que Doug Ford, je pense que le premier ministre de la Colombie-Britannique devrait vouloir que ça se règle rapidement parce qu'ils vont être impactés très, très, très négativement. Quand tu regardes comme il faut ce qui se passe, tu te dis c'est eux autres qui sont le plus pour maintenir la ligne dure. C'est bizarre quand même, tout ça. Ouais, mais moi, je pense que la différence, c'est que ces provinces, les trois provinces dont on parle, on est dans l'émotion par rapport à ce que ça pourrait nous coûter. Et les Albertains, eux autres, c'est pas de même qui réfléchissent. Eux autres, ils voient l'opportunité de faire du blé avec un éventuel deal. Fait qu'eux autres, ils se disent, ouais, t'as peu, là. Si on ressuscite Keystone Excel, là, les bidous vont commencer à rentrer, là. Ça, c'est clair. Et justement, le narratif, et ça, on l'entend beaucoup de Doug Ford le dire, là, on va couper l'électricité dans les Ça, c'est les États. nerfs, là. Ah, c'est ridicule, mais encore une fois, j'aime ramener le point qu'il y a bien des Canadiens qui supportent le tout, mais qui n'ont jamais regardé la map du Canada. Donc, encore une fois, le pétrole albertain là, ne passe pas de l'Alberta vers les raffineries de l'Est du Canada, là. Ça doit systématiquement passer par les États-Unis. Et je veux amener le point de la ligne 9, là, ici. Ça, c'est la ligne qui amène tout ce pétrole-là et le gaz naturel aussi vers l'Ontario et le Québec. Donc, écoute, si on veut vraiment s'entêter et couper l'électricité dans certaines provinces du Rust Belt là, qu'on appelle, eh bien, les Américains seraient capables de, en un coup, là, une clé, complètement anéantir le pétrole au Québec et en Ontario. Et juste avant l'hiver, justement, ça ferait dur. Donc, il faut arrêter un peu cette rhétorique-là, là, qu'on va se battre contre les États-Unis, puis on est capable de couper le pétrole, l'électricité. Ça n'a pas de sens, là. Il y a une mécompréhension totale de l'intégration de nos deux économies entre le Canada et les États-Unis. Puis ça, c'est sans oublier que le Québec est maintenant un importateur net d'électricité des Mhm. Américains. Parce que l'hiver, on le sait, on a des coupures de courant, on a des difficultés, on a mal géré notre ressource et on en achète de l'électricité des États-Unis. C'est récent, ça fait pas longtemps. Mais c'est quand même surprenant de voir un ministre des Finances qui est là depuis 8 ans, Éric Girard, pour ne pas le nommer, penser que c'est une bonne idée de couper l'électricité aux Américains quand ils nous en achètent parce qu'on dirait qu'il n'y a personne qui lui a donné le mémo, comme de quoi que nous aussi, on leur en achète Oui, périodiquement. puis il y a bien important des fois d'aller dans les petits détails, là. Ce qu'on explique dans l'article ici, là, qui dit qu'en 2025, on en a importé comme jamais. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent en 2026. Ils ont commencé à partir du 23 octobre. Hey, c'est de bonne heure, là. Au début, on nous disait, ah, c'est dans les pics, là, tu sais, quand il fait -40 ou je sais pas trop, la demande est surchargée pendant une couple d'heures, on en importe. Non, non, ils ont fait ça au mois d'octobre. Ça n'a aucun sens.
C'est comme s'il se fiait, on parle d'un El Nino qui va être un peu fort cette année, puis il va y avoir moins de précipitations, il va faire moins froid au Canada. C'est comme s'il dit, El Nino va nous sauver. Non, non, on va nous importer encore de l'électricité cette année. Mais non seulement ça, mais c'est aussi dû au fait qu'il y a eu une sécheresse au Québec, ce qui fait en sorte que nos réservoirs, nos bassins d'eau là, C'est vrai. d'hydroélectrique sont plus bas que jamais. Donc, présentement, la tendance fait en sorte que oui, on va continuer d'importer l'électricité. Ici, sur le graphe, tu le vois très bien. C'est vrai que dans les années précédentes, on était un exportateur net d'électricité. On le sait, on aime ça le répéter partout, là. Les États-Unis, l'État de New York qui ont besoin d'électricité. Puis maintenant, là, présentement, on est vraiment à kiff-kiff. Et si la tendance continue, on va commencer à devenir un importateur net d'électricité au Québec. Donc, encore une fois, on va avoir besoin des États-Unis là, dans le futur. Mais quel Ah, on est. effondrement, pareil. Le graphique est assez spectaculaire. Personne ne parle de ça au Québec, là. On avait avant, puis là, on n'a plus. Ben là, on n'a plus. Je veux dire, c'est quoi qui se passe, là? Puis somehow, on va tous avoir une voiture électrique en 2030, puis le réseau va faire. Moi, je suis tannant que ce point-là, j'arrête pas de revenir là-dessus, mais je veux dire, à un moment donné, il faut se mettre les yeux en face des trous, là. Il n'y aura pas 5 millions de Québécois qui vont brancher une Tesla la nuit, puis le réseau va fournir. Ça marche pas, là. Non, mais ta Tesla emmagasine l'électricité en dehors des pics, Ouais, puis ouais. elle va réalimenter le réseau. Yeah, right. Ouais, ouais, ouais. Hey, on en dit-tu des niaiseries pareilles dans une année? Hein? C'est l'enfer. Ah non, c'est incroyable. Fait que l'idée de couper l'électricité ou de couper l'énergie, pis tout ça, ben, c'est pas faisable là, pour les raisons qu'on met à l'écran par les graphiques que tu as montrés notamment, parce qu'on est des importateurs maintenant, parce qu'on n'a pas été capable de planifier l'offre et la demande, évidemment. Et aussi, c'est le point que nous, on avait soulevé, mais peut-être un mot là-dessus, si tu as quelque chose à rajouter, c'est que moi, je dis que moi, je dis que c'est quasiment une forme de terrorisme économique faire ça, là. Tu sais, aller dire à des gens qui consomment, avec lesquels tu as signé un contrat que tu fournis de l'électricité puis tu coupes le courant. Tu sais, quand, mettons, je sais pas, là, Israël encerclait la bande de Gaza, là, puis on disait, hey, s'ils coupent le courant, c'est un geste, un crime de guerre. On utilisait ces mots-là. Tu sais, couper l'énergie, c'est un crime de guerre. Nous autres, on ferait ça, on se trouve drôle, là. Tu sais, ça marche pas, cette affaire-là. Ça serait sûrement vu justement comme un acte de guerre des États-Unis. C'est pas quelque chose qui va se passer. Mais encore une fois, c'est la rhétorique. Ça vend au Québec, en Ontario, en Colombie. Les gens aiment ça. Et ils en demandent plus. Là. L'électorat veut plus de bataille avec les États-Unis. Ça a zéro sens. C'est pas basé dans la logique, quoi que ce soit. Mais encore une fois, les politiciens ne sont pas là pour la logique. Ils sont là pour leur cote, ils sont là pour leur vote. Et tant si longtemps que la population, pour une raison quelconque, demande-moi pas pourquoi, en demande plus, ben, ça va continuer. Et c'est à nos risques et périls, enfin, en passant, parce qu'économiquement, c'est pas viable de continuer comme ça. Ben écoute, ça me surprend. Ça, c'est le bout, puis je suis content que tu sois là parce que ça va peut-être pouvoir nous donner une perspective de ce côté-là. Parce que nous, on est habitués avec notre dôme, puis on dit la barrière de la langue. Les francophones sont dans un monde à part, petit village gaulois, puis tout ça. Mais là, quand tu regardes vraiment tout ça aller depuis un an et demi, on se rend compte que les anglophones également sont dans la même sauce, un peu anti-Trump, anti-américain. Et là, tu es là, tu te dis, là, qu'est-ce qui est arrivé aux anglophones? Je veux dire, vous avez accès facilement à des canaux de nouvelles américaines, vous avez une meilleure qualité de l'information que les francophones au Québec. Euh, Pourquoi vous êtes tombé dans la même sauce de votre côté? Je ne le comprends pas. C'est la grande désillusion, moi aussi, pour moi, si je peux rajouter un mot là-dessus, là, c'est que pendant des années au Québec, on se faisait dire, tu sais, les Québécois, les Québécois ont que des émotions, ils n'ont pas de. Ils ont pas vraiment d'opinion, ils ont des émotions, la fameuse phrase de Laurier. Nous, on est latins, on a le sang chaud, les francophones, les Québécois. Les anglophones, c'est ça se couche de bonheur, c'est rationnel, ça pense en business, tout ça. Je sais pas si c'est vrai c'est clairement pas vrai pour tous les francophones, parce que finalement, en Ontario, l'hystérie collective sont capables d'embarquer là-dedans aussi, là. Ouais, je te dirais quasiment pire dans le reste du Canada présentement. Il y a une déconnexion totale, surtout générationnelle, je te dirais. Je pense que c'est la même chose au Québec, je le vois ici un peu, Oui. mais c'est encore plus fort dans le reste du Canada. Donc, tu as vraiment les 65 ans et plus, que eux sont pluggés raides là, sur Radio-Canada. Ben, en anglais, le CBC, sont pluggés raides là-dessus. Là. C'est les médias de masse traditionnels. Et bien sûr, on sait très bien qu'eux reçoivent au-dessus de 2 milliards de dollars là, communément ensemble par année. Il y a encore une fois l'incentif, là,
de continuer à pousser un narratif pour s'assurer que les libéraux restent au pouvoir est là. Parce que les conservateurs ont mentionné plusieurs fois, s'ils rentrent au pouvoir, ils font des coupures dans les médias. OK? Donc, c'est sûr que quand ton salaire de 100 000 et plus est sur la ligne, ben, tu vas t'arranger pour t'assurer que ça continue. C'est Donc, ça. déjà là, il y a ça. Mais après ça, ça l'amène à un autre point intéressant, c'est que de plus en plus, les médias indépendants ou alternatifs, donc exemple, vous au Québec, moi dans le reste du Canada, commencent à prendre une place pour les gens qui ont, je te dirais, 50 ans et moins. Mais là, encore une fois, tout récemment, ben, il y a une couple d'années, le Canada a passé la loi C11, là, le Online Streaming Act, en français, c'est la loi sur la diffusion en ligne. Mhm. Donc, au début, c'était vraiment, ben, on va forcer les diffuseurs, YouTube, Netflix, etc., à payer une taxe pour aller promouvoir le contenu canadien. Ça, c'est correct, OK? Honnêtement, je ne suis pas en faveur, mais ce n'est pas là l'enjeu. L'enjeu là-dedans qui vient vraiment affecter, ou qui rentre dans ce que tu mentionnes, là, l'hystérie collective, c'est le contrôle de l'information en arrière de ça. Donc, dans C11, il mandate que le CRTC, qui contrôle bien sûr tous les médias au Canada, force les diffuseurs, encore une fois, on va prendre YouTube ici, à mettre une proportion de contenu canadien. On appelle ça du CanCon. Il y a aussi le contenu francophone, il y a le contenu des Premières Nations, là, etc. Bon, Qui vont camoufler derrière le mot découvrabilité, généralement. Là. exactement. Donc, ils ne peuvent pas forcer un changement de l'algorithme, exemple chez YouTube. Mais quand on comprend comment l'algorithme Oui. fonctionne, ben c'est du pareil au même. Donc, maintenant, YouTube doit mettre, exemple, X nombre de pourcentage de contenu canadien devant les yeux des Canadiens. Donc, exemple, un vidéo comme le mien, comme le vôtre, d'habitude, irait devant une audience spécifique, des gens qui sont le plus aptes à consommer ce contenu. Une fois, bien sûr, que les gens le consomment, il y a des métriques qui montrent une rétention, qui montrent un engagement particulier sur le contenu, eh bien, l'algorithme le pousse plus loin et plus large à d'autres audiences. Mhm. Mais là, le problème, encore une fois, on se dit: «Oh, ben, c'est bon, on va mettre du contenu canadien devant les yeux des Canadiens, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde». Non, parce que si tu forces notre contenu à être montré à des Canadiens qui ne vont pas s'engager avec, eh bien, l'algorithme le tue. Donc là, tout d'un coup, il n'est plus découvrable nulle part C'est vrai, ça. et on a vu une drop majeure quand même de jusqu'à 50 de visibilité sur le contenu au reste du Canada. Moi, dans le temps. Autrement Parce dit, qu'il y a des mettons gens juste. moins intéressés qui le regardent. Ben, c'est ça, mais c'est que dans le fond, juste pour expliquer aux gens ce que tu viens de dire avec mettons un exemple, il y a une vidéo publiée sur YouTube. En temps normal, il va avoir un ratio, mettons, de 2 personnes sur 10 qui le voient vont cliquer dessus. Eux, en le forçant, en le mettant en avant une clientèle qui ça ne correspond pas à son algorithme, là, tu vas tomber à, mettons, 0,4 personnes sur 10 qui vont cliquer dessus. Puis plus ça arrive, plus l'algorithme du créateur est mort. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va poster ses vidéos puis ils sont nulle part dans YouTube. Et c'est Ça, les, exactement les- ça. les législateurs ne le comprennent pas. Ben, en fait, moi, je pense qu'ils le comprennent. Je pense que c'est délibéré parce qu'encore une fois, les médias de masse perdaient leur code d'écoute. De plus en plus de créateurs indépendants commencent à générer plus de trafic que les radios-can de ce monde, là. C'est quand même majeur. Écoute, j'en connais plusieurs, je suis ami avec Tutter, là, c'est des millions et des millions de vues par mois. Donc là, tout d'un coup, et les gens comprennent mal ça, puis c'est nébuleux un peu, mais quand tu postes une vidéo, c'est pas 10 000 personnes tout d'un coup qui le voient. Ils vont le tester sur une petite audience de 200 fans, là, 200 personnes les plus aptes à consommer le contenu. Si ça performe bien devant cet auditoire-là, ça va être poussé peut-être à 500 personnes, et après ça à 1000 personnes, ainsi de suite. Mais si, encore une fois, à travers la loi C11, tu forces les premiers 200 personnes à être juste des Canadiens parce que c'est du contenu canadien, ça doit être montré à des Canadiens, mais encore une fois, tu vas le montrer peut-être à Jean-Jacques qui a zéro intérêt, non nécessairement à du contenu plus de droite ou Ouais. conservatrice, mais Mais lui, juste il du contenu regarde politique. c'est C'est ça, ça. lui, il regarde des vidéos de mécanique automobile, là. Ça ne tente Exactement. pas de voir un podcast de Yann et Frank ou d'Eliott, là. Exactement. Donc là, ta vidéo est morte. En anglais, on dirait died in the cradle, elle est morte dans le berceau. Parce Donc, qu'il faut vraiment performer dans les premiers instants des vidéos qu'on poste. C'est toujours un peu ça. Des fois, on pense que l'algorithme, c'est un peu de la sorcellerie, mais plus on prend de l'expérience quand on fait un podcast, plus on se rend compte quand même que c'est pas de la sorcellerie tant que ça. Il y a des affaires que tu fais bien, des affaires que tu fais moins bien, tu le testes, ainsi de suite. Mais à peu près toutes les plateformes marchent à peu près de la même façon. C'est faux.
dans le premier 15-20 minutes, il faut que tu performes là. Si tu ne performes pas là, ça ira pas bien. Puis, tu sais, nous autres, on l'a senti quand on a changé l'heure de notre podcast. Nous autres, on publiait à midi d'habitude. On a changé pour 18 heures. Fait qu'évidemment, le premier 15 minutes, en étant à 18 heures au lieu de midi, nos habitués n'étaient plus là. Tu sais. Fait que ça a pris un certain temps avant qu'on retrouve le beat qu'on avait sur l'algorithme habituellement de notre côté. Puis là, tout se rétablit. Là, on recommence à faire les chiffres qu'on avait habituellement. Mais ça a pris un 3-4 semaines. C'est sûr que si tu présentes nos vidéos à des skaters, à des gars de mécanique automobile, de course de F1, Cuisine, whatever. on ne performera pas. Là. Ça ne marchera pas. Là. Non, c'est Mais, ça. mais encore plus sournois, par contre, la deuxième partie de séance, c'est que ça mandate les plateformes à donner de la visibilité directe à des médias approuvés par le CRTC. Là, on peut parler Oh, de Radio-Can, de CTV, Ouais, ouais. etc. là. ouais. Donc, il faut absolument qu'il y ait une prominence devant les auditeurs de YouTube. Donc, en fin de compte, là, artificiellement, tu manipules Exact. l'algorithme pour s'assurer que seulement certains médias ont de l'attention. Et encore une fois, ça, c'est pour venir combler le fait que ces médias traditionnels-là ne sont pas capables présentement de compétitionner dans le nouveau monde digital. Et donc, ça vient tout se renligner à comment ça, une portion de la population canadienne est tellement capturée par cette hystérie anti-américaine. Ben, d'après moi, c'est parce qu'encore une fois, ils ne sont pas informés correctement de la réalité au Canada et aux Ils sont États-Unis. dans un silo. Là. Puis ça, d'ailleurs, C'est ce ça. point-là, pour revenir à l'histoire des tarifs, c'est que ça fait partie des éléments, si je me fie à ce que le côté américain rapporte, et même les Canadiens, je pense, l'ont admis, c'est que ces trucs-là sur les algorithmes et la découvrabilité, c'était dans la mire des négociations de dire, vous allez me faire sauter ça, parce que pour les Américains, ils voient ça comme une attaque au modèle commercial de ces Oui. entreprises américaines-là. Ils disent, ben là, vous, en gros, vous venez dénaturer. C'est comme si, mettons, au lieu de prendre l'Internet, on prenait une boulangerie. Là. Puis moi, je passe une loi au gouvernement, je dis, ben, vous êtes obligé maintenant de mettre telle quantité de sucre dans le pain, telle quantité de sel, telle affaire. Puis ils disent, ouais, mais moi, mon modèle, c'est pas ça. Tu brises mon produit, tu brises ce que je propose aux consommateurs. Fait qu'en allant jouer dans l'algorithme préférentiel pour y introduire des critères comme il faut que ce soit du contenu français ou canadien, ben, tu viens briser le modèle d'affaires de YouTube, Spotify ou toutes les autres plateformes. Là. Et pour eux, c'est une attaque sur leur revenu aussi, parce que si le contenu, que YouTube ou Spotify ont seulement un objectif, matcher un écouteur, là, en fin de compte, une personne qui écoute du contenu avec un créateur au bon moment pour que cette personne-là le consomme le plus possible. Eux, ils veulent te garder sur la plateforme. Donc là, quand tu viens t'ingérer dans cet objectif-là, tu attaques le revenu. Tu as une Ah oui. diminution de l'achalandage sur la plateforme et ça l'affecte vraiment leur revenu. Ouais, Parce que si c'était vraiment le contenu canadien qui faisait en sorte que l'auditeur reste accroché plus longtemps à la plateforme, ben, ce serait déjà du contenu canadien qui serait poussé. Et en fait, ça l'est. Pour nous autres, je pense qu'on le voit plus au Québec parce que, tu sais, nous autres, c'est un peu le village gaulois. Là. On est 9 millions de Québécois. Là-dessus, peut-être genre 7 millions de francophones. Des gens en âge réellement d'écouter, c'est 4 millions. Fait que, tu sais, notre marché potentiel, il est tout petit. Naturellement, les Québécois écoutent plus de contenu québécois que les Canadiens vont écouter du contenu canadien parce qu'on a la barrière de la langue fait que ben, un gars comme, je sais pas moi, n'importe quelle vedette américaine, Candace Owen, par exemple, ben, les Québécois ne s'intéressent pas à ça. Fait qu'on on le vivait déjà un peu naturellement d'avoir une certaine popularité liée à la langue française, puis au fait. Puis, tu sais, encore là, il y a des gens qui vont écouter des vidéos du français de France, mais encore là, les gens préfèrent écouter du contenu québécois. Fait que, moi, je sentais même pas qu'on avait besoin d'une réglementation pour ça parce que je trouvais que notre contenu était vraiment déjà poussé naturellement par YouTube vers nos auditeurs, puis on n'avait pas besoin de forcer fort. Mais je trouve ça impressionnant de voir que ça pourrait même nuire, là, ces lois-là, à cette découvrabilité-là éventuellement. Et le reste du Canada aussi n'aime pas ça. Le nombre de fois que j'entends des commentaires de gens, encore une fois, en Alberta ou en Ontario, disant: «Je comprends pas pourquoi du contenu français m'est poussé devant mes yeux, je le consomme pas». Mais encore une fois, ça vient atteindre, la capacité au contenu québécois de correctement, s'épanouir. Parce qu'encore une fois, tu mets ton contenu devant les yeux d'une personne de l'Alberta, il s'en fout, là. Il ne regardera pas Non, ton c'est ça, il contenu. ne peut pas être Est-ce visible. qu'on pourrait appeler ça l'effet Nickelback? Nickelback est un super bon groupe de musique, mais qu'on l'a tous trop entendu. Ouais, c'est ça.
Non, c'est ça. T'es surexposé, t'es surexposé à quelque chose. Pour le écoute, tu voulais parler également on en a glissé un mot, là, le New York Times l'a sorti, mais l'histoire du français, là. Donc là, on a apparemment, maintenant, le gouvernement fédéral qui conteste ces lois-là en cours est devenu un défenseur de la langue française. Là, on s'est essuyé là-dessus pour se coller à la première ministre élue, non élue, c'est-à-dire Christine Fréchette. Là, c'est du n'importe quoi. Le New York Times l'a rapporté, plusieurs journaux l'ont sorti, mais là, même les médias canadiens qui sont comme obligés de le dire un peu parce que là, ils font leurs vérifications maintenant. Puis les gens qui sont au fait du dossier, là, c'est-à-dire les gens qui étaient autour de la table, puis les gens de l'industrie qui ont été consultés, ben, disent non, ça ne faisait pas vraiment partie des demandes. Ils ne sont jamais vraiment arrivés avec ça. Ouais, et c'est ça qui est un peu bizarre. De un, on n'a jamais vu l'entente, OK? Donc tout le monde est en train de parler à travers son chapeau parce que personne ne sait la vérité. On a un côté canadien qui dit que non, il voulait attaquer le français, il voulait attaquer la culture québécoise, ce qui est un beau point politique, là. C'est sûr et certain que ça frappe dur au Québec de dire ça. Et encore une fois, c'est la base de Carney, on le sait tous. Mais là, après ça, tu as Jameson Greer, le représentant des échanges américains, qui sort devant les médias en disant: écoute, ça n'a jamais été discuté. De un, mes enfants parlent français. Ils ont été élevés à Paris, ils sont parfaitement bilingues. On adore le français. Là, tu as même le président Trump qui a fait un post sur Truth Social en disant ça reste vraiment pas une discussion. On adore les Français canadiens, etc., etc. Et de notre côté, encore une fois, nos élus politiques continuent à s'entêter et dire non, c'était dedans. Et là, aujourd'hui, tu as le ministre Leblanc qui sort avec, honnêtement, Ah c'est ouais, il du faut que tu me gaslighting majeur, là. Attends, je Ah vais te non, c'est sortir ça. incroyable. Puis le plus drôle, ça a été noté par des gens, c'est que le plus paradoxal dans tout ça, c'est que l'ambassadeur américain, Greer, il parle mieux français que Carney. Et Ah, C'est que, c'est vrai. c'est que Carney est supposément le défenseur d'une langue qui baragouine, là. Et, je veux dire, c'est lunaire, là, cette histoire-là. On nous prend vraiment pour des idiots, là. Donc, Leblanc, qu'est-ce qu'il est allé nous dire, le beau Leblanc? Je vais faire apparaître ça. Euh, Excuse, je peux-tu le zoomer plus? Ouais, je pense que tu peux le zoomer, peut-être Attends. avec direct dans le navigateur. Ouais, Tiens, there you go. Ça va. Parfait. Tiens. Donc, le Canada se réjouit que les États-Unis reviennent désormais sur leur positionnement concernant la découvrabilité et l'étiquetage et qu'ils confirment que les mesures visant à promouvoir la langue française et la culture canadienne ne feront pas l'objet de futures mesures commerciales de la part des États-Unis. On Donc, réécrit l'histoire aussi, là. Ah oui. ah, ben, c'est ça, là. Pour lui, là, il double la mise, là. Avec aucune preuve, il continue à s'entêter à dire que c'est les Américains. Il essaie complètement de réécrire l'histoire. Ah, mais Et la, pour su- la suite est lunaire. Nous attendons avec intérêt de nouvelles précisions constructives de la part des États-Unis concernant leurs autres positions, ce qui ouvrirait la voie à un accord commercial mutuellement avantageux et respectueux de la souveraineté canadienne. Fait que là, hier, on est en guerre. Là, on va lui couper le courant. Doug Ford veut crasher un Silverado dans le mur en guise de représailles. Tu sais, on était dans la grosse folie. Puis là, aujourd'hui, Dominique Leblanc, alors oui, je me réjouis. Quelle belle journée. Il est sur le bord de nous dire qu'on a une entente, là. Mais alors qu'il n'y a eu aucune progression parce que ça n'a jamais été demandé du côté des États-Unis, cette affaire-là. mmh. Je pense c'est ça qui est fou, j'en perds la tête. Mais pour moi, c'est une classe, là, présentement, de manipulation politique de la population, là. Ce que Dominique Leblanc fait, en anglais, c'est du gaslighting pur et dur. Il se base encore sur écoute, moi je le dis, même PSPP l'a dit. S'il y avait pour de vrai, dans la négociation, un point sur, la culture québécoise, la langue française, l'étiquetage, montre-le nous. Laisse les Canadiens le voir et on va te supporter, on va être de ton bord. Mais là, présentement, c'est du oui-dire pur et simple et les seules personnes qui ont un peu de capacité à contredire le tout, c'est les Américains. Ils sortent de tout bord, de tout côté en disant non, c'était pas dans le deal. Donc, nous, vraiment, la balle est dans notre camp. Pourquoi que notre gouvernement ne le nous montre pas, ces négociations-là? Si c'est vraiment aussi tendu que ça, les Canadiens vont vraiment te supporter, là. Mais si Mark Carney était à 19 de taux d'approbation au lieu de 60 au Québec, ben Christine Fréchette, elle aurait dit, avant d'embarquer là-dedans, elle aurait dit à Carney, t'as peu, je veux voir la preuve de ça. Mais là, comme il est à 60, ça y permet de se coller avec, de faire des points de presse ensemble, de sortir les muscles, de faire tout un shit show avec ça. Pourquoi? Parce qu'il est populaire.
Je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher le midi à 14 heures. Il n'y a pas de complot, les Rothschild ne sont pas là-dedans. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de. Il y a pas il y a pas besoin d'aller chercher le midi à 14 heures. C'est aussi simple que ça, là. Il est populaire, donc ce qu'il dit est parole d'évangile. Et si tu es un politicien qui veut être élu, ben, tu te colles à quelqu'un de populaire. C'est la raison pour laquelle ils vont chercher des influenceurs pour faire le tour du Québec qui ont ramassé Primo, qu'un autre va aller ramasser quelqu'un qui était dans les médias, qui est connu. Ils veulent se coller à des gens aimés et populaires. Je veux dire, c'est comme ça. Et là, Carney ben, est l'incarnation de ça en ce moment. Non, c'est incroyable de voir le tour. Mais vous, il y a personne qui est venu vous chercher du côté, je sais pas, Alors, conservateur, la CAQ peut-être, je sais pas? il n'y a personne qui veut qu'on fasse le tour en autobus électrique du Québec pour recruter. Là. Je ne sais pas, peut-être que la demande va venir dans le courant de la campagne, mais pour l'instant, non. Les politiciens, présentement, ils préfèrent aller dans des podcasts où il y a 5 écoutes que donner des entrevues dans des podcasts politiques. Fait que c'est là qu'on est. Mais écoute, avant de se laisser, il faut absolument qu'on parle parce que là, tu nous as teasé avant qu'on commence l'émission dans les trucs que tu m'as envoyés. Tu me dis, je connais Christine Fréchette et même Charles Milliard. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ces gens-là que tu connais parce que là, il y a une élection qui s'en vient et nous, on les connaît pas, en fait. Les Québécois ne les connaissent pas. Christine Fréchette, elle sort un peu de nulle part. C'est un ministre, j'allais dire un peu secondaire, mais oui, là, elle est arrivée comme en remplacement de Fitzgibbon à un moment donné. Je pense que la plupart des gens ne savaient pas c'était qui. Puis Charles Milliard, ben, il dit comme une chose et son contraire dans la même phrase. Fait qu'on ne sait pas à qui on a affaire, en fait. Là. Non, c'est ça. Écoute, je les connais de loin. C'est des gens avec qui ben, je les ai côtoyés dans le domaine privé. Dans le temps, je renais une boîte de technologie. Et Fréchette, dans le temps, était la directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, tandis que Milliard était le directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, encore une fois, c'est beau de voir que les deux candidats présentement viennent du parapublic. C'est pas vraiment le privé, c'est comme des bureaucrates. Les deux, les chambres de commerce, pour moi, ça l'augure pas bien. Ce n'est pas un point de confiance. Bon. Fréchette, écoute, j'ai rien de méchant à dire sur elle. Elle est super gentille, super fine. Mais dans mes échanges avec elle, elle était venue à notre bureau dans le temps aussi. On essaie de faire un projet avec elle. C'est du typique bureaucrate, hein. On va discuter, on va évaluer le tout, on va faire des tables de discussion. C'est très peu d'entrepreneuriat. C'est pas une personne qui m'inspire confiance d'être capable de relever le Québec ou de pousser le Québec vers l'avant. Ça, c'est sûr et C'est la certain. mauvaise conception qu'on a souvent des chambres de commerce. On s'imagine que c'est des endroits où est-ce qu'il y a une ferveur, il y a une dynamique, il y a vraiment de l'énergie parce que c'est entrepreneurial. Mais ce que les gens comprennent mal, c'est que souvent, les gens qui dirigent la chambre de commerce, en réalité, c'est pas des entrepreneurs. Mais non, on est plutôt dans la thématique, d'après moi. Il y a un tableau, j'ai des post-it. Chacun va aller écrire un mot, on va le coller. Et là, après, on va tout dire une qualité de quelqu'un. C'est plus C'est pas ça. loin, là. C'est pas Ouais. loin de ce qui s'est passé pour de vrai dans nos bureaux, là. Tandis que Milliard, par contre, lui, écoute, encore une fois, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, mais écoute, ma perception, je vais aller avec ça, ma perception de mes échanges, c'est une personne qui était imbu de lui-même. Il était habitué d'avoir des yes men autour de lui et il y a quand même une arrogance, ce qui m'épate parce que tu le regardes sur les médias, tu le regardes dans l'entrevue, il Pas a l'air de l'air. ça. Ah non, il a pas l'air de ça, là, il parle bien, il a l'air convivial. Mais mes échanges que j'avais eus avec lui, je me rappelle très bien, une fois après avoir communiqué avec, j'étais allé voir un de mes exécutifs, puis je lui avais dit: «C'est un enfant de chienne, ce gars-là». C'est ça que moi j'ai dit, là, honnêtement. Donc, écoute, j'ai pas plus à dire. C'est vraiment juste un aperçu très personnel de ça. Moi, je te dis tout ça, je voterai pas pour un des deux, là, c'est sûr et certain. Il ne m'inspire pas confiance. Par contre, écoute, avoir des directeurs généraux de chambres de commerce basés sur l'expérience personnelle, c'est pas eux que tu veux pour runner un gouvernement. Loin de là. Tu préfères. Quoi qu'en même temps aussi, avoir un entrepreneur comme Legault dans le temps, ça n'a pas été mieux non plus. Donc, je suis un peu à l'abandon politiquement au Québec présentement, là.
Ouais. En même temps, Legault, c'est ça. Il aimait ça dire qu'il était un businessman puis un entrepreneur, mais en réalité, sa vraie carrière, c'est la politique. Il était 25 ans Ouais, c'est Ouais. sûr. en politique. Tu sais, dans sa vie, il a fait quoi? Il était genre 5, 6 ans, 10 ans max entrepreneur, puis 25 ans en politique, là. Ouais, puis ça s'est pas bien fini chez Air Transat, là. J'ai vu des départs d'entreprise mieux orchestrés que ça, disons. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, on va sûrement se reparler, Elliot, une fois de temps en temps, puis là, avec l'élection en plus, parce que je sais que tu vas suivre ça. Fait que ça nous a fait bien plaisir. Je te laisse le mot de la fin avant qu'on passe, nous, à la partie Patreon, si tu veux justement reploguer ta chaîne puis comment les gens peuvent te suivre, là. Définitivement, donc c'est le Right Call podcast sur YouTube, Spotify ou sur les médias sociaux, HRH_Elliot. Que je couvre vraiment du contenu canadien. Je parle un peu une fois de temps en temps du Québec, mais c'est fait en anglais, mais d'un point de vue global canadien. Encore une fois, merci à vous deux pour l'invitation. C'est bien apprécié et n'importe quand, ça me ferait plaisir de revenir. Ben, écoute, avec Cool. plaisir. Fait qu'on se reparle très bientôt. Au revoir.